Cette vidéo, je vais vous parler en quelques minutes d'un arrêt du Conseil d'État, d'un arrêt d'assemblée, qui est l'arrêt Société Fervesta, Fairvesta, qui est un arrêt du 21 mars 2016, qui est un arrêt important, qui se trouve dans le Gaja, c'est la requête numéro 368 082. C'est un arrêt qui porte sur la recevabilité du recours pour excès de pouvoir. Quels sont les actes de l'administration qui peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir? Et cet arrêt va étendre euh, ce recours à des actes qui jusqu'ici ne pouvaient pas faire l'objet de recours pour excès de pouvoir. Pour replacer l'arrêt dans son contexte, quelques rappels historiques. Le Conseil d'État, dans un arrêt de 1954, institue Notre-Dame du Cresker, Kreisker, distinguait, c'est un arrêt qui a longtemps été dans les grands arrêts de la jurisprudence administrative. Dans cet arrêt, le Conseil d'État distinguait les actes de l'administration qui modifient le droit, ils ajoutent, ils retirent une condition au droit antérieur, ils le modifient, qui étaient susceptibles de recours pour excès de pouvoir, et les actes interprétant le droit, donc ils n'ajoutent rien, ils rappellent des règles antérieures, qui eux étaient insusceptibles de recours pour excès de pouvoir. Donc c'était la distinction. Acte modifiant, le recours est possible. Acte interprétant, le recours n'est pas possible. C'est l'acte antérieur qu'il fallait attaquer. À cette jurisprudence, qui a tenu donc pendant 50 ans, le Conseil d'État a évolué sur un point dans un arrêt qui est dans le Gaja, qui est un arrêt du Vinière, arrêt du Conseil d'État je vous donne la 18 décembre 2002, 18 décembre 2002, du Vinière, arrêt que vous trouverez dans le Gaja donc. Le Conseil d'État, dans cet arrêt, a jugé que certaines interprétations qui jusqu'ici étaient insusceptibles de recours sont maintenant susceptibles de faire l'objet d'un recours, d'être déférées au juge. Ce sont les interprétations qui présentent un caractère impératif. Euh, je n'entre pas dans le détail ici de savoir comment on reconnaît le caractère impératif, il s'agit simplement de dire cela pour l'instant. Voilà l'évolution jurisprudentielle donc résultant de l'arrêt du Vinière. Dans l'affaire Fervesta, Société Fervesta, il s'agissait d'une mise en garde que l'autorité des marchés financiers, qui est une autorité de régulation, comme on dit, autorité administrative indépendante, autorité publique indépendante, nous avons vu ces notions, et cette autorité de régulation donc, avait émis une mise en garde dans son site internet à propos de placements financiers proposés par une société d'investissement. Euh, L'autorité des marchés financiers est chargée d'assurer, entre guillemets, la régulation des marchés financiers. Elle a un pouvoir de réglementation, un pouvoir de sanction pour les opérateurs, un pouvoir d'autorisation individuelle aussi, pour les opérateurs sur ces marchés financiers. Elle a donc un certain poids. Et donc, dans son site internet, à propos de placements financiers proposés par une société, elle dit voilà, attention, ce placement présente un risque. Vous comprenez que pour la société qui propose ce produit, bah, le fait que l'autorité de régulation du marché, c'est pas n'importe qui, c'est pas vous et moi, ou moi, l'autorité qui assure la régulation dans ce marché et qui dit publiquement dans son site que le placement présente un danger, ce n'est pas une bonne publicité. Et donc la société objet de cette mise en garde et avertit les épargnants, attention, faites attention, le placement proposé par cette société présente un risque. Bah, la société introduit un recours pour excès de pouvoir contre cette mise en garde. Et le Conseil d'État, avant d'examiner la légalité de cette mise en garde, doit se demander si le recours est possible. Est-ce que le recours pour excès de pouvoir est possible? Euh, Quelques années plus tôt, dans un arrêt de 2012, Conseil d'État 11 octobre 2012, Société Casino Guichard Perrochon, c'était la requête numéro 357 193, c'est un arrêt donc du 11 octobre 2012,
Le Conseil d'État s'était prononcé sur la recevabilité du recours à propos d'un avis de l'autorité de la concurrence. Il y a une loi, je crois que c'est une loi de 2008, qui permet à l'autorité de la concurrence, qui est une autorité de régulation, elle aussi, une autorité administrative indépendante, donc d'être sollicitée pour donner des avis sur des opérations que des entreprises envisagent sur le marché. Et on sait que depuis une ordonnance de 86 qui crée le Conseil de la concurrence, qui est devenu l'autorité de la concurrence, peut infliger des sanctions, des amendes aux entreprises qui ont des pratiques anticoncurrentielles. Ça, ce sont des actes administratifs incontestables, hein. Et une loi, je crois, de 2008, a permis donc aux entreprises qui ont un doute sur l'opération qu'elles vont mener, de demander un avis à une autorité qui sait, qui est l'autorité de la concurrence, c'est-à-dire est-ce que ce que nous envisageons de faire, est-ce que c'est répréhensible au regard du droit de la concurrence? Et dans cette affaire donc de 2012, le Conseil d'État a été saisi d'un recours contre cet avis. Un avis rendu dans ce cadre par l'autorité de la concurrence. Normalement, un avis, comme son nom l'indique, c'est un acte qui n'a pas une force obligatoire. Donc normalement, je vous renvoie à ce que je disais de l'arrêt Institut Notre-Dame du Cresquer, c'est pas un acte qui modifie le droit, c'est pas un acte qui ajoute ou qui retranche. Donc normalement, c'était un acte insusceptible de recours. Dans l'arrêt de 2012, le Conseil d'État confirme que le recours contre un avis de l'autorité de la concurrence n'est pas susceptible de recours, sauf s'il apparaît que l'autorité de la concurrence détient les moyens, par les autres compétences qui lui sont accordées, de sanctionner la position qu'elle prend dans un avis. Elle dit dans un avis, moi je pense que cette procédure, etc., va vous entraîner à commettre telle et telle infraction au droit de la concurrence. S'il apparaît qu'elle a le pouvoir, par ailleurs, si elle est saisie 2 ou 3 ans plus tard, quand l'opération sera menée, d'un recours contre cette opération menée qui n'a pas suivi l'avis qu'elle avait donné, et qu'elle a le pouvoir donc de sanctionner, alors l'avis est un acte administratif. S'il apparaît qu'elle a les moyens de sanctionner l'interprétation qu'elle a donnée. Dans l'affaire Fervesta, on n'était pas dans cette situation. Sinon, l'arrêt ne serait pas un arrêt dans le gaja. On citerait l'arrêt Casino Guichard. Non, dans l'affaire Société Fervesta, l'autorité des marchés financiers n'avait pas les moyens de sanctionner ultérieurement les indications qu'elle donnait dans sa mise en garde. Donc on n'était pas dans cette situation-là. Et pourtant, le Conseil d'État va admettre la recevabilité du recours. Le paragraphe, le considérant important de l'arrêt Société Fervesta est le numéro 4. Je vous invite à aller voir cet arrêt. Je vous rappelle, c'est la requête numéro 368 082. Considérant, voilà ce que dit le Conseil d'État, considérant que les avis, recommandations, mises en garde et prises de position adoptées par les autorités de régulation dans l'exercice des missions dont elles sont investies peuvent être déférées au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils revêtent le caractère de dispositions générales et impératives. Première hypothèse. Ou lorsqu'ils énoncent des prescriptions individuelles dont ces autorités pourraient ultérieurement censurer la méconnaissance. Deuxième hypothèse de recours possible. Et, j'ajoute, je continue la lecture du considérant, et c'est là qu'il y a l'apport, que ces actes peuvent également faire l'objet d'un tel recours, introduit par un requérant ayant intérêt, lorsqu'ils sont de nature à produire des effets notables, retenez bien le mot notable, notamment de nature économique, ou ont pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s'adressent. Voilà l'apport de l'arrêt Société Fervesta. Que dans ce dernier cas, il appartient au juge d'examiner les vices susceptibles, etc. Donc, que faut-il retenir de ce considérant? Tout d'abord, le Conseil d'État nous dit le recours est possible si les avis, recommandations, mises en garde, etc., adoptés par l'autorité de régulation,
revêtent le caractère de dispositions générales et impératives. Ça, ce n'est pas une surprise, c'est la reprise de l'arrêt Duvinière. Les interprétations de caractère impératif peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Le Conseil d'État le rappelle. Deuxième hypothèse, recours pour excès de pouvoir également possible lorsqu'il s'agit de prescriptions individuelles dont les autorités de régulation pourraient ultérieurement censurer la méconnaissance. Là encore, c'est la reprise de l'arrêt que je viens de citer, Casino-Guichard. L'autorité de régulation prend une mise en garde et puis elle peut ensuite, du fait de ses pouvoirs, sanctionner cette mise en garde. Le recours pour excès de pouvoir est possible. Ça, c'est la reprise de la jurisprudence récente société Casino-Guichard. En revanche, voilà l'apport, pourront faire l'objet également d'un recours pour excès de pouvoir, donc les actes, mise en garde, recommandations, etc., de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou qui ont pour objet d'influer de manière significative sur le comportement des personnes auxquelles ils s'adressent. C'était l'hypothèse ici, puisque il est certain que quand l'autorité des marchés financiers, qui a la compétence pour assurer la police, la régulation sur les marchés financiers, indique qu'un placement est à risque, naturellement, ça va avoir des effets notables sur le comportement des investisseurs. Vous êtes épargnant, vous dites tiens, je voudrais placer mon argent, l'autorité des marchés financiers me dit que ce placement est douteux. Vous allez sans doute renoncer à choisir ce placement. Effet notable. Et donc, vous voyez, la mise en garde qu'avait pris, c'est d'ailleurs pour ça que la société Fervesta attaquait la mise en garde, en disant, elle le disait, l'arrêt le dit d'ailleurs, dès lors que la mise en garde a été insérée dans le site internet de l'autorité des marchés financiers, son produit s'est moins vendu, naturellement. Et donc, vous voyez, l'acte aussi, et le Conseil d'État le dit, c'est un acte qui est susceptible d'influer sur le comportement des intéressés. Donc, acte ayant des effets notables ou susceptible d'avoir des effets sur le comportement des intéressés, le recours pour excès de pouvoir sera possible, alors même qu'il ne s'agit pas d'un acte qui modifie l'ordonnancement juridique, ne modifie pas le droit. Ce n'est pas un acte à caractère impératif, mais pourtant le recours donc sera possible. Alors, quelques précisions doivent être apportées sur ce considérant de principe. Dans l'arrêt Société Fervesta, le Conseil d'État donc indique que l'évolution jurisprudentielle qui va permettre donc le recours pour excès de pouvoir contre des avis, recommandations, etc., ayant des effets notables ou susceptibles de modifier le comportement des intéressés, doivent émaner, ces actes, mis en garde, etc., doivent émaner d'autorités de régulation. Donc au départ, la jurisprudence Société Fervesta a un champ d'application assez limité puisqu'elle ne vise que les autorités de régulation, c'est-à-dire les autorités publiques indépendantes, les autorités administratives indépendantes. Cette notion d'autorité de régulation disparaît dans la jurisprudence ultérieure. On peut citer un arrêt du Conseil d'État, un arrêt d'Assemblée, là encore, du 19 juillet 2019, numéro 426 389, 19 juillet 2019, c'est l'arrêt Marine Le Pen. Comme tous les hommes politiques élus, comme tous les députés élus, Madame Le Pen a dû déposer une déclaration de patrimoine auprès de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Et la haute autorité a voté une délibération indiquant que elle ne considérait pas que la déclaration de Madame Le Pen était exhaustive, exacte et sincère. Cette délibération a été publiée. Madame Le Pen a introduit un recours contre cette délibération parce qu'elle estime que naturellement, la prise de position de la haute autorité va rejaillir sur sa réputation. Vous voyez, un organisme qui est chargé de veiller à la transparence dans la vie publique, qui vous explique qu'un député a déposé une déclaration qui n'est pas sincère, ça l'affiche mal. Eh bien, le Conseil d'État a admis la recevabilité du recours, alors même, parce que ça va avoir des effets notables, alors même qu'il ne s'agit pas d'une autorité de régulation, la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Quand on reprend le considérant numéro 4 de cet arrêt Madame Le Pen,
il est encore question, voilà, je lis le considérant, l'appréciation dont la haute autorité pour la transparence de la vie publique estime utile d'assortir la déclaration de situation de patrimoine de Madame Le Pen constitue une prise de position quant au respect de l'obligation d'exhaustivité. C'est-à-dire que la loi impose aux députés élus de faire une déclaration complète de patrimoine, et cette déclaration de patrimoine est envoyée à la haute autorité qui prend position en disant pour moi c'est clair, la déclaration est exhaustive, je n'ai pas de doute, ou elle ne l'est pas, ce qui se passe ici. Alors même qu'elle est dépourvue d'effet juridique. C'est-à-dire que cette prise de position de la haute autorité n'aura aucune conséquence sur la situation juridique de Madame Le Pen. Eh bien, cette prise de position, qui est rendue publique, là encore, vous voyez, ça va avoir, il va y avoir de l'audience, c'est rendu public, est de nature à produire sur la personne du député qu'elle concerne des effets notables. Vous voyez, le mot notable apparaît encore, comme dans l'arrêt Fervesta, notamment en termes de réputation. Et ça risque d'avoir un effet sur le comportement des personnes. Je ne vais pas voter pour cette personne parce que, etc. Mais notamment des électeurs. Dans ces conditions, cette prise de position est un acte faisant grief susceptible de recours. Donc, première évolution, c'est que la notion d'autorité de régulation n'est plus nécessaire. Si on est en présence d'une prise de position, avis, recommandation ayant des effets notables ou susceptibles de modifier le comportement des intéressés, l'acte est susceptible de recours alors même qu'il n'émane pas d'une autorité de régulation. Cette jurisprudence Fervesta, c'est le deuxième point sur lequel je souhaite insister, cette jurisprudence Société Fervesta répond à des études du Conseil d'État dans sa formation consultative qui, quelques années plus tôt, avait rendu une étude sur ce qu'on appelle le droit souple, le droit mou. Hein, l'acte administratif, ce serait un acte dur, on modifie l'ordonnancement juridique, et puis il y a des actes qui sont plus souples, plus mous, qui prennent position, qui mettent en garde sans modifier l'ordonnancement juridique, mais qui peuvent avoir des effets. Et le Conseil d'État s'en était préoccupé donc, dans ses formations consultatives. Et les membres du Conseil d'État qui ont travaillé sur cette question, c'est monsieur ou madame, je ne sais plus, Richard et monsieur Sitterman. Et on peut lire de ces auteurs, de ces maîtres des requêtes du Conseil d'État, un article à l'AJDA 2013, page 1884. Le droit souple, quelle efficacité, quelle légitimité, quelle normativité. Voilà le titre de l'article à l'AJDA 2013, page 1884, de monsieur ou madame, je ne sais plus, Richard et monsieur Sitterman. Et ces auteurs, qui avaient réfléchi au sein du Conseil d'État à cette notion de droit souple, qui, jusqu'à l'arrêt Société Fervesta, échappait à tout recours, c'était à l'intérieur de l'administration. Et donc, on se demande, on se dit, est-ce que ces actes ne pourraient pas faire l'objet d'un recours? Chose que va admettre l'arrêt Société Fervesta. Et ces deux auteurs donc proposent des critères quand même. On ne va pas admettre le recours contre tous les actes de l'administration, toutes les prises de position, tous les avis, les mises en garde, etc. Et ils disent, voilà, pour que le recours soit possible contre un acte de droit souple, de droit mou, il faut que trois critères soient réunis. Premier critère, l'acte ne doit pas créer des droits ou des obligations juridiques. Ça, naturellement. Parce que s'il crée des droits ou des obligations juridiques, là, à tous les coups, c'est un acte qui modifie le droit. Il était susceptible de recours depuis l'arrêt de 54, Institut Notre-Dame de Cresker. Deuxième critère, l'acte doit présenter un degré de formalisation. L'acte doit présenter un degré de formalisation de nature à lui donner l'apparence ou la légitimité approchant celle d'une règle de droit. C'est-à-dire qu'il y a une certaine forme qui fait qu'on pourrait penser qu'il s'agit d'une règle de droit. Ah oui, quand l'autorité des marchés financiers prend position sur un placement financier alors que c'est sa mission, elle a cette compétence reconnue par la loi, et puis qu'elle donne une certaine forme, mise en garde, eh bien, ça doit faire pencher du côté de la recevabilité du recours. Et puis, troisième critère, l'acte doit viser
à modifier ou orienter le comportement de ses destinataires. C'était bien le cas dans l'affaire Fervesta, hein. Si l'autorité des marchés financiers émet cette mise en garde, c'est parce qu'elle veut inciter les épargnants à ne pas choisir ce placement dangereux. Donc elle veut agir sur les comportements. Donc vous voyez, ces critères proposés par des membres du Conseil d'État dans la formation consultative ont été repris dans l'arrêt Société Fervesta. Dernier point sur lequel j'aimerais insister, on peut rapprocher cet arrêt Société Fervesta, parce que l'évolution n'était pas terminée, d'un arrêt plus récent, qui est un arrêt du Conseil d'État du 12 juin 2020, Conseil d'État 12 juin 2020, Gisti, c'est la requête numéro 418 142. Gisti, vous savez que le groupement d'information et de soutien aux travailleurs immigrés est une association qui est à l'origine de plusieurs arrêts importants du Conseil d'État depuis une quarantaine d'années. Et dans cette affaire, le Gisti donc, introduisait un recours pour excès de pouvoir contre une note d'actualité d'une division de la direction centrale de la police aux frontières, l'administration de l'État, relative aux fraudes documentaires organisées en Guinée-Conakry sur les actes d'état civil. Donc vous voyez, cette sous-direction de l'administration disait attention, disait au service, faites attention quand un étranger venant de Guinée vous présente des actes d'état civil de la Guinée-Conakry. Il se peut que le document soit frauduleux parce qu'on a constaté qu'il y avait une pratique importante de fraude dans ce pays d'Afrique, la Guinée-Conakry. Et le Conseil d'État, dans le premier considérant, indique, de l'arrêt Gisti, les documents de portée générale, je cite, émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations, interprétations du droit positif, peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables, vous voyez, on retrouve encore le mot, sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant de les mettre en œuvre. Bah oui, si les fonctionnaires qui reçoivent cette note leur indiquant que les documents venant de Guinée sont frauduleux, ça va avoir des effets sur les gens qui demandent l'entrée en France et qui viennent de Guinée. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de ligne directrice. Deux points doivent nous intéresser dans ce considérant de l'arrêt Gisti, qui est un arrêt important que j'ai présenté dans une autre vidéo. L'acte, donc, le recours sera possible dès lors que l'acte présente un caractère impératif ou présente le caractère de ligne directrice. Ça veut dire que le caractère impératif n'est plus une condition de la recevabilité du recours. L'arrêt de Duvinière disait quand l'interprétation présente un caractère impératif, le recours est possible. Si l'interprétation n'a pas un caractère impératif, le recours n'est pas possible. Ce caractère impératif n'est plus le seul critère maintenant, puisqu'il y a le ou après. Ligne directrice maintenant, de quoi s'agit-il ? Eh bien, les lignes directrices, le Conseil d'État les a créées, ces lignes directrices, cette notion de ligne directrice, le Conseil d'État les a créées dans un arrêt de 1970, Crédit foncier de France. À l'époque, il parlait de directive. C'est l'hypothèse où l'administration a un pouvoir qu'on appelle discrétionnaire. Elle a une grande marge d'appréciation. Et l'administration choisit de s'auto-limiter en indiquant le comportement qu'elle va retenir. L'administration a donc un pouvoir très large d'appréciation. Elle va être saisie de 15 000 dossiers. Elle précise des critères qui vont lui permettre de choisir parmi les 15 000, 1500 dossiers. Je rappelle que dans l'affaire Crédit foncier de France de 70, c'était à propos d'aides, de subventions accordées par le Crédit foncier de France aux gens qui faisaient de l'amélioration de leur logement. Donc c'est une subvention, donc c'est une aide qui est accordée. Le Crédit foncier de France va être submergé de demandes. Il va falloir qu'il choisisse. Il a le pouvoir de choisir. Et alors qu'il n'est pas tenu de le faire, il dit moi, je n'accorderai des subventions que lorsqu'il s'agit d'améliorer
un logement à usage d'habitation. En revanche, je n'accorderai pas de subvention lorsqu'il s'agit d'améliorer un local à usage mixte, c'est-à-dire logement et commerce. C'était pas dans la loi, ça, c'est le crédit foncier qui s'impose cette norme parce qu'il va falloir choisir. Il va avoir 25 000 dossiers, il ne peut en choisir que 2500. Il retient ce critère qui va éliminer pas mal de dossiers. Et le Conseil d'État, dans cet arrêt, a admis que l'administration pouvait se donner cette norme de comportement, qui n'est pas un acte administratif, insusceptible de recours, que je vous rappelle que l'année d'avant, dans l'arrêt Société Distillerie Brabant, le Conseil d'État avait indiqué que si la loi n'a pas accordé un pouvoir réglementaire, un pouvoir de prendre des dispositions générales et impersonnelles à une autorité, celle-ci ne le détient pas. C'est pour ça que dans l'arrêt Crédit foncier, le Conseil d'État dit bah, la directive, la norme les critères que pose le crédit foncier, ce n'est pas des actes réglementaires, ce n'est pas un acte réglementaire. C'est une norme, et ce n'est pas un acte réglementaire parce que le Crédit foncier de France, tout en posant la règle qu'il n'accordera pas de subvention lorsqu'il s'agit de rénover un logement à usage mixte, reconnaît qu'il peut déroger à cette règle si le particulier invoque des circonstances particulières à son dossier ou l'intérêt général qui justifie de déroger à la règle qu'il a fixée. Un acte réglementaire, c'est un acte qui est obligatoire, y compris pour celui qui l'a pris. Donc là, ce n'est pas un acte réglementaire puisque le crédit foncier indique qu'il peut y déroger. Et donc, ce que l'arrêt Crédit foncier de France appelait directive, ce n'est pas un acte susceptible de recours direct. À partir de des années 2010, on peut citer notamment un arrêt du Conseil d'État du 19 septembre 2014, Jousselin, numéro 364 385. Le Conseil d'État, suivant d'ailleurs un rapport de ses formations consultatives, n'utilise plus le terme de directive, mais de ligne directrice. C'est la même chose, mais maintenant on appelle ça des lignes directrices. Et ce que nous apprend l'arrêt Gisti, c'est que désormais, le recours pour excès de pouvoir est possible contre les lignes directrices. Le recours est possible donc contre les actes ayant un caractère impératif ou présentent le caractère de ligne directrice. C'est un apport de cet arrêt Gisti. Voilà en quelques mots ce qu'il fallait dire de l'arrêt Société Fervesta.